Normalement, ça devrait passer. Bonjour à tous. Nous avons dû changer de lien. Bon, je vais devoir donner un nouveau lien aux gens parce que le premier a eu un souci. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec YouTube. Je ne peux vraiment pas vous dire ce qui s'est passé avec YouTube. Mais une chose est déjà sûre, le premier lien n'est pas passé, je ne sais pas pourquoi. Bon, on espère que, on espère que d'autres personnes vont nous rejoindre. Je vais leur donner le nouveau lien parce que c'est souvent compliqué. Oui. Souvent compliqué avec Internet. Des gens qui souvent nous écoutent. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, nous allons parler du professeur Simon-Pierre Mbandong. Simon-Pierre Mbandong, que tout le monde normalement est censé connaître. Franchement, si on ne connaît pas Simon-Pierre Mbandong au Gabon, c'est que on n'est pas dans un monde où on pense, dans un monde où on construit, dans un monde où on veut que l'Afrique se développe, dans un monde où on veut que le Gabon change, dans un monde où on veut que des choses neuves arrivent chez nous. Donc, nous allons patienter encore juste un tout petit peu pour que des gens se connectent, pour que ceux qui ont eu l'ancien lien, c'est-à-dire le premier lien que j'ai essayé d'envoyer, se connectent à nous et nous retrouvent. Donc, maintenant, en attendant, je vais essayer de vous mettre une musique, une chanson que Simon Pierre aimait beaucoup. C'est la chanson de Tira Obiengo, c'est-à-dire Eding de Tira Obiengo. Donc, nous allons mettre ça et en attendant que les autres se rejoignent à nous pour qu'on on parle de Simon-Pierre Mbandong et tout ce qu'il nous a pu laisser jusqu'à aujourd'hui et qui va rester à la postérité. Il aimait beaucoup aussi l'Onvet, hein. Simon aimait aussi l'Onvet. Donc, nous aurons le temps de découvrir tout ça là. Voilà. On attend les autres. Si le son est bon, n'hésitez pas. N'hésitez pas surtout de partager la vidéo, partager le lien, liker le lien pour qu'on ne coupe plus. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, hein. Normalement, on devrait, la vidéo était normalement censée passer sur le premier lien. C'était pour le temps.
Bon, j'ai essayé de renvoyer le nouveau lien à tout le monde. J'espère bien que les gens vont se retrouver assez facilement et qu'ils vont nous rejoindre. Voilà, c'est Simon Pierre qui est en train de danser. Il est vraiment en train de danser, il se sentait bien avec nous. Bon, d'accord. Moi, ça me va. On va commencer. On va commencer. Est-ce que j'espère que je n'ai pas fait n'importe quoi? D'accord. Je suis à vous, mes très chers. Donc, je disais qu'aujourd'hui, nous allons parler du professeur Simon Pierre Mbandong. Si vous m'entendez, mettez-moi le pouce dans le commentaire. Si vous ne m'entendez pas, mettez-moi également le pouce renversé dans le commentaire. Ce serait important qu'on se comprenne. Si vous me comprenez, mettez ça. Si vous ne me comprenez pas, faites ça. Au moins, je saurai que les gens qui sont en ligne me comprennent ou ne m'entendent pas. Aujourd'hui, comme je vous l'annonçais, nous allons parler du professeur Simon Pierre Mbandong. Qui était Simon Pierre Mbandong? C'est la première question qui nous vient en idée lorsqu'on annonce une conférence aussi importante que ça. Donc, nous allons parler de l'identité de Simon Pierre, professeur Simon Pierre Mbandong, Ézéchiel, c'était son vrai nom. Nous allons parler de sa profession qui est déjà annoncée multiple, parce que quand on parle de profession chez Simon Pierre, on ne parlera pas d'une seule profession, mais on parlera des professions de Simon Pierre Mbandong, parce que c'était un intellectuel hors pair au niveau du Gabon, au niveau de l'Afrique et au niveau du monde. En trois, nous allons parler des ouvrages qu'il a écrits à la postérité. Il n'a pas écrit pour lui, il a écrit à la postérité pour que des gens qui viendront après nous, après lui, s'en souviennent de lui. Au quatrième point, nous allons parler des combats qu'il a menés, des combats. Les combats ici, ce n'est pas des combats de coups de poing, c'est des combats d'idées, les combats qu'il a menés pendant qu'il était ici physiquement avec nous. Et au cinquième point, nous aborderons effectivement ses disciples, ce qu'il a laissé, ceux qui pensent que Simon avait une bonne méthodologie de travail, ceux qui pensent que Simon avait une idéale collective pour le peuple gabonais, pour le peuple africain, dans la dynamisation, n'est-ce pas, des cultures mondiales. Et je dirais au sixième point qui va clore notre conférence aujourd'hui, nous allons justement aborder les divers. Si quelqu'un a une question, n'hésitez pas à poser. Vous avez une série de chats en ligne. Vous pouvez me poser la question et je vous répondrai. Déjà sans perdre le temps pour commencer, qui était Simon Pierre Mbandong? Ce sera important qu'on en parle également. Simon Pierre Mbandong, pour ceux qui l'ont connu dans le monde universitaire, notamment au CNRS, au Centre national de recherche scientifique au Gabon, il était un philosophe, Simon Pierre, il était un philosophe. Mais avant de devenir universitaire, il est d'abord né de quelqu'un. Il est né d'une femme et il est né d'un homme. Donc, on dira que Simon Pierre était un Oyek. Un Oyek. Oye, c'était un clan du peuple Ekan. Donc, Simon Pierre était un Oye. Quand vous entendez des Oye, ce sont des fans de l'estuaire. Encore, pour ceux qui aiment bien cette espèce de rapprochement clanique, les Oyeks sont également des Eba, dans le territoire Fan, on les appelle les Oye. Maintenant, dans le territoire Ontumo, on les appelle les Eba. Un Oye n'est pas un Eba. Il faut dire que pour bien d'abord vous situer la chose, Oyek
et Eba, ce sont des frères, d'accord? Ce sont des frères qui sont nés de Misem, ou Kep Misem, qui sont nés de Kep Misem. Donc, ils sont nés dans ce qu'on appelle chez le peuple Ayon, qu'on appelle le peuple Ekan. Ils sont nés dans la même maison. Ce sont des frères qui ont créé ces clans, comme on dit. Donc, Simon Pierre, lui, il est né le 25 mai 1972 à Libreville. Simon Pierre Wong. Il est né le 25 mai 1972 et il est décédé le 4 novembre 2020 à Libreville de suite d'une longue et pénible maladie. Il est né d'un père, Ndomoyo. C'est lui qui est Oyo, Ndomoyo. Il est né d'une mère également que les gens n'ont pas beaucoup vu dans son entourage. Sa maman s'appelle, elle est encore en vie aujourd'hui, elle s'appelle Bondom Anne-Marie. Bondom Anne-Marie. Donc, bon voilà, Simon Pierre a fait ses études primaires ici à Libreville. Après, il est allé poursuivre ses études universitaires. Ses études primaires d'abord ici à Libreville. Il a fait ses études secondaires également ici. Mais normalement, il a beaucoup appris dans des écoles catholiques. Catholiques parce que sa foi religieuse était effectivement catholique. Et ses études universitaires, il les a passées en France. C'est là-bas qu'il est revenu tout diplômé, tout philosophe, et il est rentré au Gabon pour enseigner, pour essayer de transmettre ce qu'il a appris pendant son cursus académique. Donc maintenant, quand il arrive, qu'est-ce qu'il devient, Simon Pierre? Simon Pierre, et c'est là où nous allons aborder ce que j'ai appelé le deuxième point. Simon Pierre était philosophe. Il était philosophe. Quand il arrive au Gabon, il est directeur du Ségarest. Le Ségarest, c'est notre centre de recherche à nous. C'est lui qui m'a inscrit au Ségarest. Il est directeur du Ségarest. Le Ségarest, pour ceux qui ne connaissent pas le Ségarest, c'est le centre gabonais de recherche en éthique et santé. Ça a été créé par Simon Pierre Bondon avec son maître Abbé Noël Ngwa Ngema. Simon Pierre également était fondateur de la fondation Abbé Noël Ngwa, effectivement, qu'on a créé la fondation qui a été créée en 2019, en mars 2019, ici à Libreville. C'est lui qui a été créé. Et pour la petite histoire, la fondation, pour qu'elle soit créée, Simon et moi avons mis, en gros, si je ne perds pas mes chiffres, en gros, 18 millions dans la petite maison qu'Abbé Noël Ngwa lui avait donnée pour qu'elle soit pour la postérité une fondation. Donc, on a fait l'extension de la petite villa. On a créé des espaces de conférence, une salle de 150 places. On a créé pas mal de choses, un bureau à l'intérieur et on a aménagé des annexes à l'extérieur pour des conférenciers qui séjourneraient au Gabon. Donc, cet argent a été mis dans la petite maison pour en faire une fondation. Aujourd'hui, après le décès de Simon Pierre, la maison est devenue une maison habitée par la famille. Vous savez, à chaque fois qu'on perd un membre de famille, les choses ne marchent pas forcément comme nous les avons voulu ou encore comme nous les voulons au quotidien. Donc Simon Pierre était également président de la commission scientifique du CESEG. Ceux qui ne connaissent pas le CESEG, c'est le Conseil scientifique africain pour l'innovation en santé. Donc, Mbondong Simon Pierre était directeur de la commission médecine de la troisième voie. C'était lui le directeur de médecine de la troisième voie. Et au moment où il nous laissait, il devait prendre fonction dans une école qui venait d'être créée à Ambam, au Cameroun, en tant que directeur. Il devait avoir pour résidence Bitam. Bitam, c'est au nord du Gabon. C'est dans la province du Wellington. Donc, Simon Pierre devait s'installer à Bitam et devait enseigner à Ambam, au Cameroun voisin, dans une école scientifique que le C16 avait créée.
Je rappelle que le CCS, c'est le Conseil scientifique africain pour l'innovation en santé. Donc Simon Pierre, vous comprenez il était membre de cette commission. Vendon était également philosophe au niveau de l'UEB, l'Université Omar Bongo, où il enseignait l'éthique et l'épistémologie aux étudiants qu'il a bien encadrés. Il y a un jeune frère camerounais qui m'a contacté, c'était l'année dernière, qui m'a contacté, me disant si je pouvais lui mettre en contact avec Simon Pierre Mbondon parce qu'il serait en train d'étudier la pensée philosophique de Simon Pierre Mbondon. Mais j'étais au regret de lui annoncer que Simon Pierre était décédé et que ça faisait effectivement 1 an que le doyen nous a quittés. Bien que jeune, Simon Pierre nous a quittés à l'âge, je peux dire, 48 ans. Il n'avait même pas encore atteint 50 ans. Mais ceux qui l'ont vu, ceux qui l'ont connu, pensaient même qu'il pouvait déjà avoir 60, 70 ans à cause de sa morphologie rongée par la maladie. Mais il faut comprendre que Simon Pierre, c'est vrai il était malade, mais lui-même, il ne se sentait pas infirme. C'est quelqu'un qui aimait la vie, c'est quelqu'un qui aimait discuter, c'est quelqu'un qui aimait philosopher, c'est quelqu'un qui aimait partager avec son entourage. Le partage dont on parle, c'est un partage des données scientifiques, des données qui peuvent aider à la construction de l'humanité. D'ailleurs, lui-même, il ne cessait de nous le rappeler souvent. Il nous disait que les grands hommes ne meurent pas. Ils se parent, le moment venu, du manteau de l'invisible, après quoi il ne reste alors visible que pour les esprits avisés. Et ce, pour l'éternité. En fait, c'est pour dire que Simon, lui, il n'avait pas la conception que nous avons vis-à-vis de la mort. Pour nous, pour certains, pas pour moi, parce que moi, je suis un écan et je sais ce que c'est que la mort. Mais pour beaucoup de nos sœurs et frères, la mort pour eux est un frein à l'existence, à la vie. Alors que si pour Simon Pierre, la mort n'était qu'un passage. Il trouvait normal de mourir que de vivre dans une angoisse terrible. Donc, il nous disait à chaque fois, il serait important que lorsque je partirai, que je sois heureux que derrière moi, il y a des gens qui continuent mon travail. C'est le message qu'il nous laissait au sein du Ségares, dont je suis membre actif. Et pour résumer, dans tout ce il devait nous laisser à postérité, Simon avait également rédigé des ouvrages. Simon avait rédigé beaucoup de livres, beaucoup de livres. Certains l'ont sûrement lu et ne l'ont pas vu physiquement. Il faut comprendre que Simon, tout son temps, il a passé à vouloir partager la connaissance. Parce que pour lui, il m'a toujours dit, Venant, tu sais, la connaissance, c'est différent de l'argent. Parce que si tu partages la connaissance, non seulement tu la multiplies, toi-même, tu te multiplies également. Par contre, si tu partages de l'argent, tu te vides et tu deviens franchement euh, à crédit. En fait, tu ne restes plus, il n'y a rien qui te reste, tu ne restes plus avec rien. Donc, la différence entre le monde matériel et le monde immatériel, pour Simon Pierre, était justement que dans le monde immatériel, tu peux partager et avoir beaucoup, tu multiplies ce que tu partages. Alors que dans le monde matériel, tu perds tout ce que tu partages. Donc, il pensait nécessaire de partager plus dans le monde immatériel que dans le monde matériel. Et c'est pourquoi il a résumé toute cette pensée dans 15 livres différents. Le premier livre, que je peux déjà vous donner les titres des livres. Le premier livre, c'est Initiation et guérison profonde. C'est le dernier livre qu'il a publié avant de partir, 2 mois avant qu'il ne décède. Il nous a laissé 3 ouvrages, Initiation et guérison profonde. Et c'est sur la nouvelle évangélisation et le marché de la guérison. Vous avez ça en 2 tomes. Il y a un tome qui est préfacé par Monseigneur Basile Mbengon et il y a un tome 2 qui est lui également préfacé par le docteur Maka. Donc vous avez 2 tomes. Il nous a également laissé en 3e livre, Poétique de la médecine interculturelle, la sagesse.
Donc, ça, il a publié ça dans l'édition impliquée. C'est toujours chez Harmattan. Il a parlé de la poétique et ambiance du être dans la médecine causale. Il a écrit La médecine et recherche publique au Gabon. En sixième, il a écrit La nature entre rationalité et spiritualité. Et ce livre-là, effectivement, a été préfacé par Tira Nsemobian en 2008. Simon a écrit Bouti et christianisme pour ceux qui s'intéressent pour ceux qui s'intéressent à ce domaine-là. Il a écrit Bouti et christianisme. Ce serait important que les gens prennent ces ouvrages, qu'ils essaient de les regarder, qu'ils essayent de les lire et de les comprendre en se libérant la pensée, en se libérant des idées. Parce que beaucoup de gens, souvent, vont déjà regarder ou bien faire la lecture sur les ouvrages avec déjà une pensée arrêtée. Alors que pour nous, dans le sein de la Fondation Abbé Noël Nguengema, pour nous, il n'est pas question d'aborder un sujet avec déjà des idées arrêtées. Parce que lorsqu'on aborde un sujet avec déjà des idées arrêtées, cela montre déjà le côté penchant de notre réflexion. Or, la libération de l'esprit est une thérapie pour le corps, pour l'homme que nous sommes. Donc, ce serait important que lorsqu'on aborde un livre, c'est ça aussi la chose que les gens ne maîtrisent pas. Lorsque vous faites une lecture comme si vous aviez une tête vide et essayez de comprendre ce que l'auteur voudrait mettre à l'intérieur. Prenez ce qui est bien et laissez ce qui est mauvais. C'est ça la lecture. Et la lecture, c'est l'esprit de quelqu'un qui a été marqué sur un papier, au stylo, bien entendu. Donc, Simon Pierre a écrit Bouti et christianisme. Il a écrit Imaginaire de la médecine au Gabon, approche épistémologique. Il a écrit La médecine traditionnelle, approche éthique et épistémologique de la médecine. Et il a également écrit, ça c'est pour le peuple Ayon qui s'intéresse au Melan, il a écrit Melan et christianisme, le comparatif entre je peux dire deux grands courants religieux, le courant traditionnel qu'on appelle Melan et le courant colonial qu'on appelle le christianisme. La différence c'est quoi? Je vous le dis déjà directement parce que moi j'ai lu l'ouvrage. Il faut lire entre les lignes. C'est un livre qui parle du dialogue entre des prêtres traditionnels, ce qu'on appelle les initiateurs, traditionnels initiateurs au Melan, et des prêtres coloniaux des religions de l'île qu'on appelle le christianisme. À l'intérieur, il y a un problème qui se pose, l'accès au divin. Comment les fonds anciens parlent de l'accès à Zamayemebe ou encore à Eyo. Les fonds anciens disent à travers le Melan que l'accès à la transcendance se fait d'une manière directe. Par contre, dans le christianisme, l'accès à la transcendance se fait d'une manière indirecte. Là, on ne parle plus de logique dernière cas. Pourquoi? Parce qu'il y a un dogme principal qui se pose entre l'homme qui veut accéder au divin et effectivement le divin. Le dogme qui s'oppose dans le christianisme, c'est Jésus-Christ. Nul n'a le droit d'aller chez le Père sans passer par moi. Ça veut dire que quand Jésus dort, tu ne peux pas rentrer et aller voir le Père. Est-ce que vous allez faire? C'est-à-dire que si Jésus ferme sa porte, mais tu ne pourras pas accéder au Père. Tu seras obligé d'attendre que Jésus se réveille, ouvre la porte et voilà, tu vas rencontrer le Père. Donc, ça qu'on appelle le dogme, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est là, qui garde les chaînes, qui garde la clé et qui dit, bon, tant que moi je suis occupé, personne ne peut passer par ici pour voir le Père. Ce qui est contradictoire dans la pensée africaine, ce qui est contradictoire dans le Melan. Parce que dans le Melan, on te dit l'accès à la transcendance se fait d'une manière directe. Donc, du coup, on pense que la spiritualité est la mère de toute pensée religieuse et que la religion est justement cette spiritualité qu'on a domestiquée et qu'on a voulu imposer à certains peuples pour penser, n'est-ce pas, leur idéal divinatoire. Donc, pour le livre, je vous le conseille franchement, ceux qui veulent comprendre le Melan, c'est un dialogue entre un initié et des chercheurs. Des chercheurs ici, c'est Simon-Pierre Ézéchiel Mbondon et l'abbé Noël Nguengema, qui était déjà lui-même
un prêtre catholique, et qui a représenté le Gabon au Concile Vatican II. N'oubliez pas que le Concile Vatican II avait voulu restaurer l'évangélisation en Afrique. Le message clé du Concile de Vatican II était justement de mettre au sein de l'Église catholique de l'Afrique, au sein de l'Église catholique de l'Afrique, ce qu'on a appelé l'inculturation. Malheureusement, cette politique visée par le pape n'a pas eu son écho au Gabon. Abbé Noël s'est battu seul pour restaurer l'inculturation au sein de l'Église catholique du Gabon. Personne ne l'a écouté, on l'a traité d'opposant, on l'a traité de tout, jusqu'à ce que l'Église l'a même rejeté. S'il n'avait pas été fort, la paroisse, notre cœur immaculé de Nzanyon n'existerait pas, parce que c'est lui qui avait créé cette paroisse, parce qu'il avait été exilé des autres. Vous voyez? Donc quelqu'un qui est rejeté parce qu'il amène une pensée, pense quand même à laisser un héritage à la même communauté qu'il a rejetée. Ça veut dire que c'était un homme bon. Abbé Noël Ngwangema était un homme bien, était un homme bon. Et c'est lui qui était le maître de Simon-Pierre Mbandong. C'est lui qui envoie Simon-Pierre à l'école pour aller travailler sur l'épistémologie. Donc, bon voilà, c'était son maître. Donc, ce livre-là, moi, je le lis plusieurs fois. Je peux le lire peut-être 2, 3, 4 fois dans l'année. Parce que c'est un livre franchement bien rédigé, avec des connaissances nouvelles qui aident à transcender l'annéchristianisme. Il a également écrit Santé et précarité au Gabon. Il a également écrit Santé et précarité au Gabon, réflexion sur la philosophie de la médecine et du médicament. Simon-Pierre a écrit médecine traditionnelle et médecine scientifique. Il faut comprendre, au sein du Ségarest, c'est le problème que nous avons eu en 2020 lorsque le Covid arrive. C'est-à-dire qu'en 2020, il y a 2 courants de pensée scientifiques qui se posaient sur la table. Nous, au sein du Ségarest, avec le professeur Piebi, docteur Piebi Oyubi, nous avons mené au sein du Ségarest avec Madame Benga Bengon du Gabon, nous avons mené une bataille farouche pour que le système médicinal traditionnel soit au moins reconnu cette fois-ci dans la lutte contre la COVID-19. Nous avons rencontré le ministre, nous avons rencontré des OMS, nous avons rencontré tout ce monde. Nous avons fait des conférences à Québec. Les conférences sont en ligne, au Ségarest, au siège du Ségarest, mais personne n'a voulu nous écouter. Parce que quand la COVID arrive, il y avait déjà le problème entre les scientifiques eux-mêmes, entre l'Organisation mondiale de la santé, n'est-ce pas, et l'ensemble des chercheurs, sur le vaccin. Le vaccin ne tue pas, ça n'élimine rien. Le vaccin, sous prétexte, protège. Mais ils n'ont pas parlé de la durée de la mise en place du vaccin. Vous voyez? Donc, des informations étaient tellement tordues que nous, au sein du Ségarest, on a fait la promotion d'un produit qu'on appelait la fagaricine avec Dr Piebi. Et la fagaricine a monté ses preuves, puisque le docteur est allé jusqu'en Italie. Je pourrais même dire que la présence de Dr Piebi en Italie a fait en sorte que le Covid recule drastiquement en Italie parce que le docteur avait justement utilisé la fagaricine là-bas sur 600 tests et tous ont été positifs et attrayants. Donc, nous avons mené ce combat pour dire que le système sanitaire gabonais doit se débarrasser du système hospitalo-centrique. C'est ce système qui consiste, si vous voulez, à mettre au niveau le plus haut les grandes possibilités. C'est-à-dire quoi en petit français? Ça veut dire que notre système médicinal est conçu de telle sorte que seuls ceux qui ont des moyens ont accès à plus ou moins des conditions sanitaires probantes, des bonnes conditions sanitaires, ceux qui ont des moyens. Et que l'hôpital se voit comme étant une entreprise. C'est-à-dire qu'il y a un chef d'entreprise et il a ce département. Pour accéder à cette entreprise, eh bien, tu payes l'argent, tu payes l'entrée. En entrant, tu payes l'entrée. En sortant, tu payes également l'entrée. C'est ce qu'on appelle le système hospitalo-centrique. Mais nous devons nous débarrasser de ce système hospitalo-centrique parce que notre médecine est d'abord une médecine de proximité, une médecine
de prévention. Nous sommes dans une médecine préventive. C'est ça le système hospitalo-centrique. Donc la déconstruction du système hospitalo-centrique fera que un malade n'aura plus besoin d'aller à l'hôpital qui se trouve à 600 km de lui, alors qu'à côté de lui, il y a une infirmerie, à côté de lui, il y a une pharmacie, à côté de lui, il y a un médecin traditionnel qui s'y connaît dans ces choses-là. Nous avons proposé ce modèle à cette époque, mais malheureusement, comme d'habitude, et Simon Pierre n'a cessé de le dire, que le Gabon est un pays d'occasion manquée. Nous avons proposé et nous avons même fait une conférence spéciale pour dire que l'OMS n'était pas là pour la gouvernance sanitaire mondiale. Nous avons dit clairement dans une vidéo, c'est Simon Pierre qui a fait cette vidéo, il avait dit carrément que l'OMS se comportait en plus ou moins comme un colon sur l'organisation, sur la lutte contre le COVID-19. Comment se veut une organisation mondiale qui traite des problèmes mondiaux et qui néglige d'autres alternatives de pensée, ça veut dire d'autres possibilités de pensée. C'est ce qu'on a appelé au sein du CEGARES l'épistémicide. Qu'est-ce que l'épistémicide? L'épistémicide au sein du Centre gabonais de recherche en éthique et santé, c'est cette manière de dire que on ne peut pas éternellement penser pour l'autre et lui faire comprendre que tout ce qui vient de lui est mauvais. Donc l'épistémicide, c'est le rejet de penser que d'autres pensent à ta place et qui peut faire et qui peut tout faire à ta place sans rien. Alors que nous ne sommes pas des sous-hommes, nous sommes tous des hommes et nous avons fait les mêmes écoles. Il n'y a pas raison que d'autres pensent et d'autres ne pensent pas. Il n'y a pas raison que d'autres créent et d'autres ne créent pas. Il n'y a pas raison que d'autres posent des actions et d'autres ne posent pas des actions. Ce monde est un monde dictatorial, d'accord? Et au sein de la Fondation Abbé Noël Ngwa, effectivement, il nous est coutume de dire dans notre façon de voir des choses, de dire non. Quand la chose ne te plaît pas, tu dis non. Quand la chose n'est pas logique, tu dis non. Et Simon Pierre Vendôme, qui savait très bien nous enseigner dessus, n'a cessé de le marteler. Il faut savoir dire non. Il faut savoir dire oui. Il faut savoir aimer. Il faut savoir écouter. Il faut savoir comprendre. Il faut savoir faire. Il faut savoir dire non. C'est ça, plus ou moins, la doctrine même de la fondation dans laquelle j'appartiens. Donc, Simon Pierre Vendôme nous a laissé en héritage, c'est une quinzaine d'ouvrages ou une vingtaine d'ouvrages, je ne compte pas les ouvrages qu'il a préfacés, hein, une quinzaine d'ouvrages. Je vous ai fait la liste. Vous pouvez aller sur Internet, vous allez sur Amatan, parce que sa maison d'édition, c'était Amatan. Il a écrit beaucoup d'ouvrages dedans. Maintenant, au point 4, j'ai été long sur les ouvrages parce qu'il fallait plus ou moins dire des choses sur ces livres. Au point numéro 4, j'ai pratiquement abordé ce point, c'est-à-dire les combats de Simon Pierre Vendôme. Son combat, je l'ai dit, dans la religion, c'était suivre le chemin de son maître, c'est-à-dire Abbé Noël Ngwa, c'est-à-dire instaurer au sein de l'Église catholique l'inculturation. L'inculturation, c'est cette manière de dire le message de Dieu ou bien le message du Christ, selon la foi catholique, le message de Christ, selon les traditions et les us des peuples qu'on évangélise. Il était hors question d'évangéliser, n'est-ce pas? La question qui s'était posée au concile de Vatican II, il était hors question d'évangéliser les gens sans connaître leur tradition, sans connaître leurs coutumes, sans connaître leur langue. La langue était importante pour évangéliser une communauté, pour évangéliser un peuple. Donc la notion de la langue a été là au cœur même de l'Église catholique. Ça veut dire évangéliser selon les us et coutumes des peuples qu'on évangélise. Et il était même dit
Et là, c'est Abbé Noël qui le dit. Il dit, il serait aberrant qu'un prêtre évangélise un peuple ou une communauté dans une langue étrangère. Est-ce que vous voyez l'affaire? Parce que la question de la foi également marche avec la langue. Comment veux-tu évangéliser quelqu'un si tu ne connais pas ses us et coutumes, si tu ne connais pas son intérieur, si tu ne connais pas sa civilisation? Comment tu veux lui apporter des lumières si le dialogue entre lui et toi n'est pas cohérent? Le français, ce n'est pas notre langue. Et je vois beaucoup de mes sœurs et frères qui prient en français. Là où on doit dire amour, et il va te dire bonté. Là où on doit dire la paix, il va te dire bonheur. Là où on doit dire Seigneur, il va te dire Dieu. Il y a des termes qu'on n'utilise pas n'importe quand. Par contre, lorsque nous sommes dans notre langue, vous savez très bien que même le mot Dieu chez nous a plus ou moins des noms divers et variés. Parce que Dieu, qu'on appelle chez le peuple Ayon, Zama, on peut également l'appeler Tara, on peut également l'appeler Wa, on peut également l'appeler Nti, on peut également l'appeler Eyo, on peut également l'appeler Mobe, on peut également m'appeler Tara. Vous voyez que, c'est-à-dire la même entité porte plusieurs noms selon les rites dans lesquels on l'invoque. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La mono-religiosité fait en sorte que Tara, qui est Dieu, porte le même nom dans toutes les doléances. Mais ça ne marche pas comme ça. Même lui-même, il est multiple. La cosmogonie est quand on nous dit que c'est Aki qui explose. Et lorsqu'il explose, il fait un monde multipolaire. Ce n'est pas un monde monopolaire. Donc, le monde multipolaire qu'Aki nous laisse, c'est sur ce monde que nous puisons les fondations de notre existence. Et c'est là où c'est très intéressant, la cosmogonie et Kant, qui trace très bien le Big Bang. Mais le Big Bang de la cosmogonie et Kant n'est pas seulement un Big Bang pour réciter la création de l'univers. Ce Big Bang que nous récitons dans le Vêt est le Big Bang qui nous permet de puiser les fondements même de notre existence. Ça veut dire que le monde est multiple. Le monde est diversifié. Le monde n'est pas seulement ce que nous voyons. On nous parle de l'anglais comme étant une langue internationale. C'est bien vrai, mais nous ne pouvons pas penser un monde monolinguistique. Ce n'est pas possible. Aki a explosé, Akingos a explosé. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs langues qui doivent concourir pour la création d'un village planétaire. Il faut retenir ça. Il y a plusieurs langues qui doivent concourir pour la création d'un village planétaire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Akingos qui a explosé. Et ce qui dit la langue, ce qui est possible pour la langue, est possible pour l'enseignement, est possible pour la religion, est possible pour la science, est possible pour la philosophie, est possible pour la vie elle-même. Nous pouvons vivre au Gabon, mais avoir des cultures différentes, c'est possible. Nous ne sommes pas tous appelés à avoir la même culture. Ce n'est pas possible. Et c'est ça qui entraîne des problèmes. Parce que certains veulent imposer leur vision du monde à d'autres sous prétexte qu'ils ont l'argent, ils ont le bien matériel. Mais nous n'avons pas besoin du bien matériel. Nous avons besoin du bien immatériel. Parce que pour nous, lorsqu'on dépense le bien immatériel, on se multiplie nous-mêmes. Alors que les autres, lorsqu'ils dépensent le bien matériel, ils se diminuent. Voilà la différence entre un bien matériel et un bien immatériel. Dites-leur clairement que le combat que nous voulons mener nous amène également à l'idéal civilisationnel africain, qui est la construction d'un État fédéral africain. Et c'était le troisième point du combat de Simon Pierre. Nous avons abordé le combat religieux, nous avons abordé le combat médicinal. Dans son combat médicinal, je vous ai bien dit qu'il luttait contre le système hospitalo-centrique, cette manière, n'est-ce pas, de déconstruire le système actuel dans lequel on voit les mouroirs dans la majorité des hôpitaux en Afrique. Hein. La preuve en est que dans certains pays, tous les chefs d'État décèdent à l'étranger, dont le système n'est pas bien conçu. Franchement, le système n'est pas bien conçu.
Lorsque tu vas à l'hôpital aujourd'hui et que tu as 10 000 francs CFA, ça veut dire 10 000 du franc colonial, si tu n'as pas quelqu'un qui peut t'aider, tu ne pourras même pas faire des examens parce qu'il n'y a pas d'examen qui coûte moins de 10 000 francs CFA. Vous comprenez l'affaire? Ils vont te dire qu'il faut avoir que la NAMGS, mais la NAMGS, souvent, ça ne passe pas et on se retrouve dans des complications très avancées. On se mettra à appeler des parents n'importe comment. Ce n'est pas la faute du patient, ce n'est pas la faute des parents, c'est la faute au système. C'est le système qui n'est pas bien pensé. Le système doit être préventif. Qu'est-ce que ça veut dire le système préventif? Lorsque les colons étaient ici, dans nos pays, je me rappelle dans les années 1990, lorsque tu allais à l'hôpital ou lorsqu'on t'amenait à l'hôpital, la première des choses que le médecin qui était blanc te faisait, c'est te donner un petit comprimé. Ça peut être une Ivaquine, ça peut être, je ne sais pas, un petit comprimé juste pour te calmer, pour créer en toi une foi que non, tu es à l'hôpital, tu seras guéri. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, du coup, on se retrouve à perdre la foi qui doit normalement nous accompagner à restaurer notre système sanitaire. Donc, du coup, le combat de Simon-Pierre au niveau de la médecine était de reconnaître la médecine traditionnelle, qui est une médecine normale, qui est une médecine de tout. On appelle ça la médecine holistique, une médecine de tout. Simon-Pierre a travaillé avec des tradis praticiens gabonais au sein du Ségares. On a rencontré beaucoup Ovenga, Madame Benga, le défunt bouddhiste qui vient de nous laisser, Maître Atom Bedinga, et les autres, Tatayo ont été contactés. Beaucoup de gens ont travaillé pour que la médecine traditionnelle, qu'on appelle la médecine holistique, holistique parce que ça soigne tout. Ça soigne à la fois le corps et ça soigne à la fois l'esprit, soit reconnu. Mais il ne faut pas que ça soit reconnu comme ce qui se fait un peu dans les quartiers la nuit, hein, c'est-à-dire qu'on danse fouka fouka, on boit la drogue, l'alcool et tout, les bogas, et du coup on se dit on est un ganga, on est un médecin. Non, il faut que ça soit régi sur les bases traditionnelles de la chose, c'est-à-dire le rationalisme de la chose. Tout praticien de la médecine traditionnelle doit se déclarer, on doit passer des épreuves pour qu'il soit certifié, qu'on le connaît. Ça fera en sorte que la médecine soit plus ou moins restructurée. Et c'est ça la vision du Ségares. La vision du Ségares n'est pas d'accompagner les charlatans. Non, la vision du Ségares est d'accompagner ces porteurs d'idées, ces porteurs d'esprit christique, ça veut dire l'esprit des lumières traditionnelles à valoriser la médecine traditionnelle qui est la médecine qui est la nôtre, qui est holistique. À l'époque, avant que la médecine occidentale, celle que nous connaissons aujourd'hui, la médecine moléculaire ou la médecine des corps, n'arrive, on l'appelait d'abord la médecine arabo-chrétienne parce que c'est des Arabes qui amènent ça en Occident. Mais c'est nous, les Africains, les Noirs, qui donnons ça aux Arabes. C'est comme ça qu'il faut comprendre cette affaire-là. Parce que les Arabes sont venus chez nous, c'était les premiers à commercialiser avec nous avant l'arrivée des Chinois. Ils ont pris notre médecine, ils les ont amenés en Europe, ils ont enseigné ça aux Européens. Et après les Européens, quand ils sont devenus puissants, après les Arabes, vous savez, l'Empire byzantin et le reste, quand ils sont devenus puissants après les Arabes, ben, ils sont revenus chez nous pour nous imposer une médecine qui n'est pas la bonne. Parce que la différence entre la médecine moléculaire et la médecine holistique, la médecine traditionnelle, c'est que la médecine moléculaire s'arrête sur des moles, sur des cellules, sur le corps. Alors que la médecine holistique, la médecine du tout, soigne à la fois le corps et l'esprit. Et c'est ça qui est important lorsqu'on soigne un patient, parce que la maladie du corps physique est une manifestation du mauvais état de l'esprit qui habite ce corps. Donc, ce serait important aussi de soigner d'abord l'esprit avant d'attaquer le corps. Et c'est pourquoi la médecine chinoise est en train de prendre le monde aujourd'hui. Parce qu'en Chine, la médecine holistique est considérée comme la véritable médecine. Donc, la médecine alternative, qu'on appelle la médecine des corps,
est juste un subordinatif qui vient complémenter la médecine traditionnelle existante. Il faut retenir ça. Donc, je parlais du panafricanisme tout à l'heure. Le panafricanisme ici, c'est notre idéal collectif à tous. On ne peut pas, dans un avenir très proche, ne pas parler du panafricanisme. Et Simon Pierre Mbondon était attaché au panafricanisme parce qu'il a enseigné le panafricanisme partout. C'est pourquoi il a été considéré comme directeur au sein du C16. Du C16. Panafricanisme, pourquoi? Parce que, en fait, le monde est en train de changer. Et lorsque le monde change, des idées nouvelles arrivent. Vous voyez l'affaire. Et qui dit idées nouvelles dit également la création de nouveaux États. La pensée africaine que nous voulons tous, parce que personne ne peut plus dire aujourd'hui qu'il ne veut pas la pensée africaine. La pensée africaine est la meilleure des pensées, qu'il soit ou encore qui doit être là dans un monde à venir. La différence entre la pensée africaine et la pensée occidentale, c'est que celle de l'Occident est basée sur le cartésianisme. C'est-à-dire quoi, le cartésianisme? Le cartésianisme, c'est la pensée qui vient de Descartes. Et ça, ceux des universitaires, vous pouvez me dire plus dessus. Et je ne suis même pas intéressé à connaître ça, en fait. Je n'ai pas besoin de connaître Descartes. J'ai plus besoin de connaître Ngombolomba ou encore Akomamba. Voilà. J'ai besoin de connaître Abenoual Ngwangema. J'ai besoin de connaître Simon Pierre Mbondon. J'ai besoin de connaître qu'on appelle Grégoire Biyor. J'ai besoin de connaître Théophile Benga. J'ai besoin de connaître Diop, Kalao Mutunde. J'ai besoin de connaître Ama Amazama. J'ai besoin de connaître Mbok Basson. J'ai besoin de connaître tous ceux qui pensent positif pour l'Afrique. Donc, le cartésianisme, franchement, c'est ce courant qui dit ma pensée, elle est bonne, la sienne, elle est mauvaise. Soit tu es avec moi, si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Et ce que je dis est vrai par rapport à ce que tu dis, même si on a fait les mêmes études, les mêmes écoles. C'est ça la pensée cartésianisme. Ça veut dire le rejet de l'autre. Par contre, la pensée africaine n'inclut pas systématiquement le rejet. Parce que la pensée africaine, comme le dit le professeur Mbok Basson, il dit la pensée africaine est tertiaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut penser au oui, on peut penser au non, on peut également penser aux deux. Tu peux ne pas être d'accord avec moi, ce n'est pas pour autant que je vais te rejeter parce que ton refus d'accepter ce que je dis peut être une solution à ce que je n'accepte pas. Est-ce que vous voyez l'affaire? Donc, c'est ça la pensée africaine. Et la nouvelle pensée africaine voudrait que les esprits se libèrent, qu'on mette tous sur la table l'idéal civilisationnel africain pour rejeter tout ce qui nous a été enseigné depuis pratiquement 5 siècles. Donc, du coup, nous pensons que Simon-Pierre Mbondon, ayant mené ce combat au sein de l'université, au sein du Ségares, au sein de la diaspora, était la bonne personne au niveau du Gabon de mener ce combat. Aujourd'hui, il nous a quittés, il nous a laissés. Nous estimons qu'il y a encore des hommes dans nos pays. Quand je parle de pays, je parle de tout ce qui est africain, pas nécessairement au Gabon, parce qu'on sait comment les gens se comportent ici. Nous pensons qu'il y a encore des gens pour mener à bien ce combat, notamment nous, qui sommes des Chemchou, qui le suivons. Donc, nous avons donc pensé que Simon-Pierre Mbondon aimait également sa tradition. Il était un écan, comme je vous ai dit. C'était un Oyuk. Il a formé beaucoup de jeunes universitaires. Il a également écrit beaucoup de livres Il a écrit un livre sur Ekan et je vous invite à lire son livre rouge intitulé La philosophie du médicament. À l'intérieur, il pose déjà le problème qui va annoncer mon ouvrage. Il parle de Mvet comme étant un remède, qu'on pouvait utiliser comme un remède.
Il n'a pas abordé, il n'a pas dit beaucoup de choses sur ce sujet. Après, lorsque lui et moi, on se rencontre, et quand il a vu tout ce que j'étais en train de faire au sein de l'ONG Génération Écan et au sein du Ségarest, il m'a demandé de s'intéresser à ce sujet. Il m'a dit, essaie un peu de réfléchir sur comment on peut aborder le MVET comme étant un remède, c'est-à-dire la thérapie du MVET. J'ai trouvé le sujet intéressant et je peux annoncer aujourd'hui, je peux vous annoncer que c'est même le titre de mon prochain ouvrage qui va sortir là en janvier, dans 2 mois, en janvier 2023. Le livre est intitulé euh, La réflexion philosophique d'une vête comme remède. Enjeu, enjeu, j'oublie le enjeu d'une nouvelle médecine interculturelle. Voilà le titre de mon prochain ouvrage, de mon prochain livre. Donc, du coup, cette réflexion sur l'OMVET et sur la thérapie du VET est une idée neuve, les idées nouvelles que nous avons découvertes au sein du Ségarest. Nous pensons que ces idées viendront, n'est-ce pas, contribuer à étendre, n'est-ce pas, la pensée philosophique incluse dans l'OMVET. Voilà ce que nous avons lors des derniers temps de Simon Pierre Mbondon. Aujourd'hui, Simon étant parti, nous, ceux qui sont restés au sein du Ségarest, avons la responsabilité de continuer son œuvre. Pour terminer, je vais dire que ça fait 2 ans, jour pour jour, que Simon Pierre Mbondon n'est plus avec nous ici à Libreville. Je voudrais également dire que ça fait 2 ans que nous sommes restés orphelins de la pensée de Simon Pierre Mbondon. Mais je voudrais vous garantir et je voudrais vous donner toutes nos... Je voudrais vous garantir et je voudrais effectivement vous dire que Simon Pierre nous a laissé en héritage beaucoup de choses à faire. Et certains sont positifs, d'autres sont à continuer. Nous nous sommes engagés à les poursuivre au sein du Ségarest, au sein de l'ONG Génération Écan, au sein de la Fondation Abbé Noël Mwangema. Et nous pouvons vous garantir que le travail que Simon Pierre avait commencé avec nous est très loin d'être stoppé. Il fera école, il continue à s'enseigner et les jours à venir, nous serons très heureux de revenir vers vous, partager les lumières que nous a laissées le maître Simon Pierre Mbondon. Moi qui anime cette conférence, j'ai été son disciple pendant 2 ans. Simon et moi, nous sommes croisés en 2018. C'est en 2018 qu'on s'est vraiment croisés parce qu'il me suivait en ligne à travers mes réseaux sociaux, mes médias de communication et des frères et sœurs qui lui ont parlé de moi et que, bon, voilà, il s'est intéressé à moi. On s'est rencontrés au collège Bessieux à Libreville. Ce jour-là, je devais inaugurer Siko-les-Camps à Libreville. Et lorsque c'était un cours à Zico Le Camp, c'est là où il m'a dit physiquement et s'est intéressé à moi. Il m'a dit, venant, écoute, il faudrait qu'on fasse route ensemble. Je vois en toi quelqu'un qui peut enseigner des choses à la postérité et quelqu'un qui peut laisser le nom à cette génération qui viendra changer le cours de l'histoire mondiale, qui viendra prendre les commandes du monde. Donc, suis-moi au sein du Ségarest, on va travailler ensemble et un jour, nous serons heureux de voir ce que nous avons dit à la postérité continuer. Donc, voilà comment j'ai suivi Simon-Pierre Mbondon Ézéchiel à travers tout ce qu'il avait à faire. Nous avions été là. Et le jour qu'il est décédé, je peux vous assurer que j'étais effectivement là avec lui. Le jour qu'il est sorti de la mort, j'étais effectivement là avec lui. Le jour qu'on l'a mis sous terre, j'étais effectivement là avec lui. Et d'ailleurs, c'est moi qui ai jeté la dernière pierre sur sa tombe. C'était en 2020 passé. Donc, Simon-Pierre Mbondon était un frère, un grand frère à moi, était mon maître à penser, était mon pakuro, ça veut dire un guerrier avec qui j'ai mené des combats, des luttes énormes au niveau, au niveau du social, au niveau de la libération des prisonniers politiques,
au niveau du combat sur la reconnaissance de la médecine traditionnelle, au niveau de l'instauration de l'esprit écan dans le monde culturel du peuple haïon que nous sommes. Donc, Simon-Pierre a été là et est toujours là parce que pour nous, les morts ne sont pas morts. Les morts sont vivants, ils sont bien en vie. Avant de faire cette conférence, je lui ai demandé la permission toute la nuit et je lui ai dit que je parlerai en son nom, qu'il veille à ce que cette conférence se tienne bien. Merci d'avoir regardé cette conférence autour de Simon-Pierre Vendon qui a été au sein de notre communauté un écan, un pakoro qui n'hésitait pas à aller au front où d'autres personnes reculent en mettant leur queue entre les jambes. Simon-Pierre était toujours là et il sera toujours là. Et derrière lui, il y a des gens qui vont poursuivre son combat. Il se peut que la fondation Abbé Noël soit fermée parce que depuis un moment, il y a très peu de gens qui s'intéressent. Même l'Église catholique ne s'intéresse même pas à la fondation, alors que la fondation est leur héritage. Est leur héritage. Donc, je pense que je reviendrai plus précisément, je viendrai parler de la fondation Abbé Noël Ngwa plus rapidement parce que comme je vous ai dit en introduction, la maison qui a été faite, qui a été construite par nous, où nous avons dépensé plus de 18 millions, a déjà été prise par la famille et est aujourd'hui habitée. Bon, c'est vrai que la famille nous a bien demandé et nous avons accepté parce que nous savons les difficultés que vit la famille lorsqu'il vient de perdre quelqu'un qui est, n'est-ce pas, je peux dire, leur caisseur. Nous avons accepté qu'elle occupe la maison. Ça ne nous fait pas du mal. Au contraire, ça nous fait du bien. Au moins, les frères, les sœurs, la famille à Simon-Pierre est à l'abri de tout éboulement que nous connaissons, de toute exposition. Ils sont moins à l'abri. Mais la fondation aujourd'hui n'a plus un cadre physique. La fondation Abbé Noël Ngwa n'a plus un cadre physique où elle peut travailler. Mais l'Église catholique, l'année dernière, nous étions à Nzayon, aux journées scientifiques d'Abbé Noël Ngwa. J'ai posé ce problème devant tous les pères de l'Église catholique au Gabon de penser à la fondation Abbé Noël Ngwa. Donc, je reviendrai dessus uniquement sur la fondation Abbé Noël Ngwa qui, bon, on pense qu'on va laisser ça peut-être en stand-by parce qu'il n'y a pas des idées neuves, il n'y a pas des gens qui veulent financer. Donc, nous allons continuer le travail de Simon-Pierre Mbondon au sein de l'ONG Génération Écan, au sein du CEGARES, le Centre gabonais de recherche en éthique et santé, notre centre scientifique qui vous donne les possibilités de nous lire à travers des ouvrages métiers, des ouvrages scientifiques. Je vais souligner, ce sera mon dernier mot, pour dire que le directeur du CEGARES aujourd'hui, c'est effectivement Dr Piebi Olubi, inventeur de la fagaricine. C'est lui qui est le nouveau directeur du Centre gabonais de recherche en éthique et santé aujourd'hui. Et dans très peu de temps, le docteur reviendra vers vous pour vous donner les grandes lignes que nous allons aborder après cet anniversaire de décès de Simon-Pierre Ézéchiel Mbondon. Moi qui parlais, je suis venant d'Ebomam, je suis Manekan, je suis un Essabzan, n'est-ce pas? Mongon et Sandon, voilà. De Ntumu chez Lombo Ekanda. Je suis également membre fondateur de l'ONG Génération Écan, attaché de recherche au Centre gabonais de recherche en éthique et santé. Je suis promoteur culturel. J'ai écrit 4 ouvrages. J'ai écrit sur le Songo. J'ai écrit sur société, peuple, société, culture des fonds anciens. J'ai écrit sur la spiritualité, le tome 1. J'ai mis une dizaines de prières, comment un jeune Africain peut arriver à prier et à créer ses propres prières en fonction de ce qu'il est pour accéder à la transcendance. Donc le livre est intitulé Introduction au mystère, c'est mon livre vers le tome 1. Le tome 2 arrive, c'est ce tome 2 qui vous permettra effectivement de savoir qui on doit appeler initié chez les peuples haïons, qui on ne doit pas appeler initié et sur quoi on s'initie, sur quoi on ne s'initie pas. J'ai fait une conférence récemment, c'est l'année dernière, où j'ai dit que beaucoup de gens qui arrivent au Gabon en 2 mois, 3 mois pour passer leurs vacances ne s'initient pas au Bouti, ils s'initient à l'Iboga. Il y a bien une différence entre s'initier au Bouti et s'initier à l'Iboga.
Lorsque tu es malade, on peut te donner l'iboga, ça peut te soigner, ça peut t'aider à soigner ta pathologie. Mais tu n'as pas été initié au bouti. C'est du chantage que les gens font. Ils disent qu'ils ont été initiés au bouti, au Gabon, alors qu'ils ont été initiés à iboga. D'accord? Être initié au bouti, ce n'est pas être initié au malin. Quelle est la différence? La différence, c'est que lorsque tu es initié au bouti, tu deviens ce prêtre traditionnel capable, n'est-ce pas, de soigner le corps humain, le corps physique et le corps matériel et le corps immatériel, qui est capable de faire une lecture globale du cuir de cheveux de la tête jusqu'au dernier ongle de l'orteil. Donc, dire que les gens arrivent en un mois, ils ont connu la pensée boutiste, je vous dis, c'est archi faux. Donc, mon prochain livre, c'est-à-dire le tome 2 d'Introduction au mystère, aura effectivement l'occasion de vous parler de ça. Je vais donc vous laisser et je vous invite également à partager notre cérémonie d'hommage à Simon-Pierre Ézéchiel Vendon. Et n'hésitez pas à aller sur notre page YouTube, à notre page Facebook, à notre page Twitter pour nous suivre et avoir des idées neuves. Nous avons une série de vidéos, nous avons une série de films que nous avons réalisés au sein de la Fondation Abbé Noël-Ngoy et au sein de l'ONG Génération Écan à laquelle j'appartiens avec mes frères. Donc, il y a des choses neuves que vous pouvez voir à l'intérieur. Et du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux, par email, générationécan@gmail.com ou encore nous appeler via WhatsApp. Nos numéros sont disponibles en ligne et nous serons heureux d'aborder des thématiques plus avancées avec vous. Alors, je vous dis merci. Hommage à Simon-Pierre Vendon. Pour faire hommage à Simon-Pierre Vendon, je vais vous mettre, la Kyobian dans son introduction. Vous voyez, à Kyobian, il va nous dire en quelques mots comment il a reçu son introduction. C'est par là que je vais terminer effectivement ma séquence vidéo d'aujourd'hui en hommage à Simon-Pierre Ézéchiel Vendon. Je vous remercie, mes très chers, de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans très peu de temps lorsque nous allons ouvrir Sikol Ekan de Libreville. C'est notre école où on enseigne aujourd'hui la SIA aux enfants. Merci, à plus tard, au revoir, bye bye. C'est bon. Merci, c'était la fin. Pour ceux qui sont venus en retard, vous pouvez toujours suivre la vidéo. Je vais devoir vous laisser. Je vais écouter à Kyobian, en hommage à Simon-Pierre Vendon Ézéchiel. Merci, au revoir, à bientôt, bye bye.